Alors, rebonjour à toutes et tous. Il est 11h10, je vous invite à regagner vos sièges, voilà, puisque nous sommes tous derrière nos écrans. En tout cas, voilà, on a fait une petite pause très limitée, j'en conviens, mais qui est somme toute tout à fait nécessaire pour se dégourdir les jambes. Avant de passer à la seconde partie, enfin la deuxième partie de la journée d'échange régional qui sera dédiée au repérage des pubertés précoces. Et nous aurons le plaisir d'écouter Catherine Pienkowski, qui est pédiatre endocrinologue au CHU de Toulouse à l'hôpital des enfants, et qui nous parlera notamment des conséquences psychologiques et sociales de ces pubertés précoces. C'est pourquoi aussi je n'ai pas voulu que l'on réponde à la question qui a été posée en première instance. Nous y reviendrons, et puis si vous avez besoin de précision, nous aurons en tout cas un deuxième temps d'échange à la fin des deux présentations. Nous aurons l'occasion aussi d'accueillir Madame Sénémo, qui est conseillère technique auprès de la rectrice sur l'Académie de Montpellier et qui nous parlera plus spécifiquement du repérage en milieu scolaire, même si vous le verrez, on en est vraiment au balbutiement. En tout cas, ça nous donnera l'occasion de faire une petite consultation en ligne auprès des professionnels de l'éducation nationale, puisque vous êtes nombreux ce matin à être inscrites et inscrits pour participer à cette journée. Donc, on vous sollicitera et on vous proposera de répondre en ligne à quelques questions. Voilà, je vais sans plus attendre laisser la parole à Madame Pienkowski. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci Marie et toute l'équipe autour de l'IREPS et autour de l'ARS d'avoir organisé cette réunion. Je pense que c'est vrai que le partage de ces connaissances, moi je suis vraiment ravie de pouvoir le diffuser, d'avoir cette diffusion auprès de tous les personnels qui travaillent autour de l'enfance. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'on est un peu chacun dans notre bloc. Donc, moi, je suis vraiment ravie. Donc, effectivement, moi, j'étais jeune interne. Déjà, je trouvais que la liste des pubertés dans le service augmentait et effectivement, on était déjà dans l'environnement et effectivement, je pense qu'on y est en plein. Alors, je vais essayer de partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Nous le voyons. Bon, parfait. Si on peut le passer en diaporama, c'est parfait. C'est encore mieux. Voilà, très bien. Hop, eh ben non, ça ne veut pas le prendre. Ah, c'est bon. Voilà. C'est OK. Bon, vous savez, en fait, cette puberté, c'est vraiment un phénomène extraordinaire de maturation de tout l'axe gonadique. Mais cette maturation, elle n'est pas que sur notre corps, elle est somatique, c'est-à-dire que l'enfant grandit beaucoup, mais elle est également psychique parce que c'est l'apparition de l'identité féminine ou masculine, même s'il ne faut pas trop parler de genre à l'heure actuelle, qui amène cet état d'enfant à un état d'adulte. Et surtout, l'élément important, c'est l'acquisition de la fonction de reproduction. Donc, tout est quiescent chez l'enfant, c'est-à-dire tout a été mis en place chez le fœtus. Puis, cette horloge finalement hormonale s'est arrêtée pendant l'enfance et tout est réactivé après, au moment de l'adolescence, pour toute notre vie d'adulte. Voilà, donc les signes, je vous les mets, c'est vrai qu'on le voit sur mon schéma, c'est vraiment le problème de l'accélération de la croissance. C'est bien sûr l'apparition de ces signes de puberté, c'est des caractères sexuels secondaires, on va en parler longuement. C'est toutes les modifications corporelles avec la prise de poids, mais également la minéralisation osseuse qui augmente. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on va parler beaucoup d'âge de puberté. La puberté précoce a une définition en fonction de l'âge et que ces signes de puberté précoce sont très, très fréquents chez la fille, 9 fois plus fréquentes chez la fille
que chez le garçon. Et vous avez vu que dans ce cadre-là, on incrimine beaucoup notre entourage parce qu'il y a probablement des fenêtres de susceptibilité. Et que, bien sûr, pour tous les enfants, on fera la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, on pense que c'est fonctionnel idiopathique, ça veut dire qu'il n'y a pas de cause. Probablement que l'environnement a bien sûr une grande part à jouer, mais qu'il ne faut pas négliger les causes organiques et c'est pour ça qu'on fait donc de l'imagerie et des examens IRM s'il le faut. Alors, à quel âge est la puberté? Alors, notre ami Guillaume vous a mis un quiz et je souhaiterais que vous puissiez répondre. Donc, à quel âge apparaissent les premiers signes de puberté chez la fille? Alors, à votre avis, 6 ans, entrée CP, 8 ans, CE2, 11 ans, 13 ans ou 15 ans? À quel âge? Les premiers signes. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de répondre. Donc, si vous le voulez bien, Madame Pienkowski, on va enchaîner. Voilà, d'accord. Bon. Voilà. Et comme ça, donc, on pourra afficher dans un deuxième temps, donc les gens répondent à la première question. À quel âge apparaît la puberté chez le garçon? Donc, je vois que les réponses sont en cours. Vous voyez bien sûr les âges s'afficher. À quel âge apparaissent les premières règles chez la fille? Donc, je vois qu'il y a une haute prédisposition pour les 12 ans, mais on va en reparler. Alors là, c'est un peu plus important, mais on va en parler également. Quel est le pic de croissance moyen de la fille au moment de la puberté? Donc, tout le pic de croissance du démarrage de la puberté jusqu'à sa taille adulte, hein, finalement. Donc, je pense que c'était la 4e et dernière question. Je ne pense pas qu'on a mis pour le garçon, je ne suis pas sûre. Donc, normalement, les premiers signes pubertaires, vous voyez, apparaissent en moyenne vers l'âge de 11 ans. Et bien sûr, vous savez que dans tout état, dans la population, c'est plus ou moins quelque chose, donc plus ou moins 2 ans. Et effectivement, nous avons mis maintenant c'est plutôt 10 ans et demi d'ailleurs, et la barrière inférieure, donc l'âge inférieur pour l'apparition de signes pubertaires, c'est 8 ans. Donc 8 ans, ce n'est pas la bonne réponse parce que c'est déjà effectivement la borne inférieure de l'âge de puberté. Donc en moyenne, c'est plutôt 11 ans et plus ou moins 2 ans, c'est-à-dire plus ou moins 13 ans. Donc, pour le garçon, on a un décalage de 2 ans. Donc, en moyenne, les garçons démarrent la puberté vers l'âge de 13 ans, avec une borne inférieure qu'on a mis à 9 ans, puisque c'était des études de population, et la borne supérieure à l'âge de 15 ans. Donc, retenez qu'en moyenne, les garçons sont déjà au collège quand ils commencent leur puberté vers l'âge de 13 ans. Quel est l'âge des premières règles des filles? Effectivement, c'est les 12-13 ans. Les dernières études, vous le verrez, montrent que c'est 12 ans et demi et que cet âge est relativement figé depuis la Deuxième Guerre mondiale. On en reparlera puisqu'il y avait une question sur ça concernant l'avance pubertaire des règles. Et en fait, quand on commence sa puberté, on va le voir surtout pour les filles, on grandit beaucoup. Et le pic moyen pubertaire pour une fille, c'est 20 cm. Et on y reviendra, vous verrez qu'en général, il y a 15 cm avant les règles et 5 cm après les règles. Donc, j'arrête le partage pour continuer. Tout à fait. Voilà. J'arrête ça. Et vous êtes en train de repartager mon écran. Voilà, donc c'était les réponses, je vais passer, puisqu'on en a parlé, vous allez voir, on va développer tous ces éléments. Donc, vous voyez que je vous ai mis la chronologie des signes de puberté en bleu pour les garçons, en rose pour les filles, et que nous avons nos bornes inférieures pour l'apparition de la glande mammaire après l'âge de 8 ans pour les signes normaux, donc, et avant, bien sûr, quand c'est précoce, et après 13 ans. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on a quelques petites différences ethniques dont il faut tenir compte, plus que pour les caucasiens, 90% des cas,
c'est les seins, c'est-à-dire c'est le développement de la glande mammaire en premier avec apparition de la pilosité pubienne relativement décalée par rapport à cet âge d'apparition des seins. Alors que donc pour les petites filles de couleur foncée, eh bien, en général, c'est l'apparition des seins et de la pilosité en même temps. Et il y a un petit décalage populationnel également, puisque vous voyez que 30%, ce qu'il faut savoir, c'est 30% des filles de couleur foncée, de race noire, ont déjà des démarrages de puberté à l'âge de 8 ans. Donc, il faut tenir compte de cette petite dissociation. Quand on va sur des populations asiatiques, eh bien, on sait très bien que la pilosité se développe très peu et souvent même les filles ont leurs règles alors qu'il n'y a pas encore de pilosité. La pilosité est très pauvre. Voilà, donc en moyenne, les règles arrivent vers l'âge de 12 ans et demi. Il y a ce décalage de 2 ans pour les premiers signes pubertaires entre filles et garçons. Et effectivement, le premier signe pubertaire, c'est l'augmentation du volume des testicules. Et il faut un certain degré d'imprégnation androgénique pour que la verge se développe et que les poils pubiens apparaissent. Voilà, donc tenez compte de ces âges et de ce décalage filles-garçons. Qu'est-ce qu'on sait exactement? C'est qu'on a une avance séculaire, Françoise en a parlé déjà longuement, avance séculaire de la puberté. Donc, toutes les courbes montrent que tout ce qui avait été fait dans les différents pays montre que nos grands-mères du siècle dernier étaient réglées vers l'âge de, vous voyez, en 1930, vers l'âge de 17-18 ans. Et en fait, ce sont l'amélioration des facteurs nutritionnels, de l'hygiène de vie. Les enfants dorment mieux. Avant, ils travaillaient, ils n'étaient pas bien nourris. Il y avait beaucoup de maladies infantiles qui retardaient l'âge d'apparition de la puberté et des règles. Tout s'est stabilisé depuis les années 40-50, où on sait très bien que l'âge des règles pour les filles apparaît entre 12 et 13 ans, en moyenne à 12 ans et demi. J'ai mis cette courbe pour bien vous montrer que pour nous, le premier signe de puberté, c'est l'accélération de la croissance, et parce que c'est la symbiose de cette sécrétion d'œstrogène, surtout chez les filles, avec l'hormone de croissance, qui fait qu'on voit ces enfants beaucoup grandir. Et pour nous, c'est un des premiers signes de la puberté. Un autre élément qui nous font vraiment suspecter qu'il y a un impact de notre environnement, notamment chez les filles, de cette avance de la puberté. Donc, c'est les équipes danoises et notamment toute l'équipe de Lise Asplae au Danemark. Donc, Danemark, c'est un petit pays, hein, il y a 10 millions d'habitants et il y a une très, très bonne organisation du suivi pédiatrique. Donc, vous voyez, c'est des cliniques, il y avait plus de 1000 filles suivies, donc elles avaient été vues entre les années 91 et 93 pour un développement mammaire. Et elles étaient suivies dans le temps. Ce qu'on remarque, c'est que dans cette même population, pratiquement 15 ans après, eh bien, on voit que l'âge d'apparition des seins a nettement diminué. Et vous voyez cette différence de courbe qui va vers l'avant. Donc, en moyenne, c'était pratiquement 10 ans pour les années 91. Et là, on est sur 8 ans et demi pour les années 2006. Donc, il se passe quelque chose dans notre environnement. Ce n'est pas la génétique qui joue à l'étude des populations. Eh bien, quand on suit ces enfants, on remarque que c'est plus l'élément développement mammaire, hein, donc le S2 parce que c'est sein en français, et donc démarrage de la puberté. Et on voit pratiquement qu'il y avait une correspondance des deux courbes concernant l'âge d'apparition des règles. Donc, vous voyez que c'est le temps de développement mammaire qui joue, alors que les règles sont à peu près concordantes, même après 15 ans. Alors, quels sont les signes cliniques? Alors là, il n'y a pas de quiz, mais je vais essayer de développer et de vous alerter, vous qui travaillez autour de l'enfant, sur ces signes cliniques. Voilà, c'est une enfant qui grandit trop vite.
C'est-à-dire que Léa, qui a 7 ans et demi, à la rentrée de septembre, Léa est en CE1. Tout le monde remarque qu'elle est la plus grande de la classe. Et quand on trace sa courbe de croissance, vous voyez, donc là, c'est les 7 ans, elle a 7 ans et demi, elle mesure 1,40 m, elle dépasse toutes ses copines d'au moins une tête. Et si on a les photos d'école, eh bien, on voit que finalement, elle était dans la bonne moyenne pour la grande section de maternelle et que là, eh bien, elle a beaucoup grandi. Et bien, ce signe de croissance accélérée, parce qu'elle a beaucoup pris de centimètres, 15 centimètres en 18 mois, est un des premiers signes de puberté. Donc ça, c'est un signe à retenir pour vous qui travaillez chez les enfants. Donc, surtout, c'est marqué pour les filles, comme je vous ai dit, où on a, dans ce premier temps, cette première phase d'accélération de la croissance qui est vraiment contemporaine, des signes de puberté. Cela participe au pic de croissance pubertaire. Si l'enfant commence sa puberté à 1,40 m, eh bien, vous pouvez ajouter 20, 25 maximum de centimètres pour avoir la taille définitive. Chez les garçons, ce pic est d'environ en moyenne 25 cm et peut aller jusqu'à 30 cm. Donc, les tailles définitives des filles dans la population française, c'est 1,63 m et pour les garçons, autour d'1,75 m, 1,78 m. Il reste 5 cm après règle. Alors, un autre élément clinique qui peut vous alerter, mais vous voyez, c'est Lily Rose, elle a 8 ans. Elle s'est transformée en quelques semaines. Et en fait, elle a beaucoup grandi. Bon, d'accord, mais ses parents sont grands. Après tout, on pourrait effectivement retenir ce signe. Hein. Vous savez que les enfants se mettent sur leur couloir génétique et leur croissance se développe, surtout après l'âge de 4 ans, sur le couloir familial. On sait calculer la taille cible des enfants en fonction de la taille des parents. Hein. Donc, effectivement, quand les parents sont grands, eh bien, les enfants vont être grands et c'est normal. Quand les parents sont petits, eh c'est à l'inverse, des enfants un peu plus petits. Et Lily Rose, eh bien, visiblement, donc au printemps, on s'aperçoit, avec les gropules d'hiver, on ne voit rien, mais au printemps, au cours de la séance d'athlétisme, on remarque un petit peu développement mammaire à travers son t-shirt. Donc, en fait, on doit ces évolutions du développement pubertaire à Monsieur Tanner, Andrea Tanner, dans les années 69-70, qui a déterminé 5 stades de puberté de développement mammaire pour les filles. Et il a fait de même pour la pilosité pubienne et également pour les garçons concernant le volume des testicules. Donc, le stade S1, P1, c'est le stade infantile. Il n'y a pas de développement mammaire, il n'y a pas de pilosité. Et vous voyez le petit bourgeon mammaire, on dit nodule mammaire, ça ne correspond pas à une tumeur, hein, c'est simplement un nodule qui est ferme et qui est très sensible. Les petites filles, elles s'en plaignent quand elles font la toilette en passant la main ou le gant sur le thorax. En fait, oh, j'ai mal. Ou quand elles dorment à plat ventre, par exemple, elles disent que ça leur fait mal. Voilà, et donc les différents stades de développement, le stade S4, S5 correspond à l'âge de survenue des règles. Pour les garçons, peut-être juste, bon, ça c'est vraiment, ça fait partie de l'examen clinique, c'est l'intimité, donc ça ne va pas intéresser les gens qui travaillent autour de la petite enfance, hein, enfin, parce que c'est difficile, bien sûr, de faire cet examen-là. Un autre élément clinique qui me paraît important, c'est la baisse des résultats scolaires. Et ça, moi, j'ai plusieurs enfants où effectivement, les mamans qui viennent en consultation disent c'est la maîtresse qui a remarqué que ça n'allait pas. Parce que, donc, comme Inès, en CE1, c'était une petite fille gaie, d'une intelligence vive, qui était toujours très aimée de toutes ses copines, qui avait des bons résultats scolaires. Eh bien, à la rentrée de Pâques, Inès a changé. Elle n'a plus appris sa leçon, elle n'a plus appris sa récitation et elle s'est disputée avec sa meilleure amie et c'est vraiment pas dans
dans son tempérament. Voilà. Et bien sûr, on remarque qu'elle a changé physiquement. Donc, tout ça pour parler des éléments concernant tout l'impact de ces oestrogènes sur le comportement social, sur le comportement de ces enfants. Quand il y a des signes de puberté, enfin, je ne sais pas si il y avait une petite blague que l'on disait, oh, elle a ses règles. Voilà, donc pour dire qu'il y a des phases où il y a une sensibilité accrue du fait du développement de cette puberté. Et cette hypersensibilité, effectivement, arrive souvent chez une enfant trop jeune qui ne sait pas maîtriser ses émotions. Et il y a eu de grandes études faites concernant ce comportement social et les différentes addictions où on voit, donc ça a été fait par des psychiatres, hein, bien sûr, qui travaillent autour de l'enfant, et on voit que les early maturaires, donc celles qui ont eu des pubertés précoces, et ça concerne essentiellement les filles, par rapport à celles qui n'avaient pas de puberté précoce, hein, qui étaient on-time maturaires, eh bien, on voit que quand on prend ces populations d'adolescentes, hein, les 13-16 ans, hein, donc ce n'est pas les enfants quand même, hein, on voit qu'il y a des addictions à l'alcool, à la marijuana, aux différentes substances qui sont significativement différentes hein, par rapport à celles qui ont une puberté à un âge normal. Mais ce n'est pas que ça, mais c'est aussi l'apparition donc de sorties, de fugues, je ne sais pas où elles sont mes fugues, voilà, de runway, et également des habitudes d'avoir des relations sexuelles de différents partenaires également. Donc, on a, nous, ce rôle de prévention hein, et d'en parler aux familles, justement concernant ces problèmes d'adolescence. Un autre cas un peu plus difficile, c'est la survenue d'un saignement utérin. Bon, c'est rare, heureusement, mais enfin, bon, ça alerte tout le monde. Hein. Léa est en CM1, elle est âgée de 9 ans. Elle demande à aller aux toilettes, elle est pas bien. Elle est catastrophée, elle revient vers sa maîtresse. Alors, vous dites professeur des écoles, excusez-moi. Mais parce qu'elle a ses vêtements qui sont tachés de sang. Donc, bien sûr que là, il faut appeler la maman parce qu'il faut avoir un avis chirurgical, médical en urgence. Il faut qu'on prenne en charge cette petite fille. Voilà, donc ça, c'est les premiers éléments. Que rechercher à l'interrogatoire? Donc, ça, c'est un petit peu ce que vous pouvez savoir, vous, des familles, parce que vous les voyez régulièrement. Et quand vous faites le dossier d'admission dans les écoles, eh ben, vous avez certains éléments qui peuvent être en alerte. Alors, ce qu'on sait sur les familles, c'est qu'on sait qu'il y a des gènes qui sont déterminants et qui nous permettent de scorer nos familles. On a des gènes qui déclenchent la puberté et l'âge des premières règles dans les familles. Donc, on sait qu'il y a des familles à puberté précoce et on sait qu'il y a des familles à puberté retardée, par exemple. Donc, le rôle de la génétique est important dans ce démarrage de la puberté et on sait très bien qu'il y a une transmission dominante, notamment enfin, pour filles et garçons, avec une prévalence importante, notamment pour les filles, concernant l'âge d'apparition des règles. Et moi, je le dis, l'installation des règles dans les familles est identique de mère à fille. Donc ça, c'est des éléments importants. Donc, bien sûr, nous, en tant que médecins, on s'y intéresse de près. On a des éléments importants concernant la génétique. On a découvert des gènes concernant la puberté. On n'aura pas le temps d'en parler longuement, bien sûr, mais on a découvert des gènes qui sont des gènes, lorsqu'il y a une mutation, ça provoque la facilité en entrée en puberté, c'est-à-dire que ça réprime, ça défreine cette horloge qui a été arrêtée momentanément pour l'enfance. Voilà, donc ça, je ne peux pas en parler longuement, mais ces facteurs génétiques, ils commencent à être connus et bien sûr, notre rôle est d'en déterminer les origines. Vous savez qu'on a vraiment une épidémie de surpoids, environ un enfant sur 5
à un surpoids dans nos populations à l'heure actuelle. Et il y a plusieurs études qui montrent que, franchement, l'âge de la ménarque est inversement corrélé au poids des enfants. Et surtout, qu'on sait très bien que le gain de poids, le gain pondéral chez les petits-enfants, hein, dans la petite enfance, est prédictif de l'âge de début de la puberté. Et qu'on a un risque de démarrer une puberté à 8 ans qui est multiplié par 6 quand on a des IMC, vous savez, c'est l'indice corporel. Donc, quand on est en surpoids dans la petite enfance et donc et surtout quand on a une obésité, eh bien, ce risque est encore multiplié par 8. J'ai eu du mal à trouver, il y a quelques études concernant l'âge des ménarques, mais on voit aussi que effectivement, si elles commencent plus tôt, elles vont être réglées plus tôt, et notamment, il y a, voyez, des décalages de plusieurs mois dans des études populationnelles concernant les filles qui ont des surpoids. On le sait, quand il y a un surpoids, eh bien, dans notre tissu adipeux, il y a des hormones qui sont fabriquées et la leptine en particulier, dont le taux, donc la sécrétion augmente avec l'apparition de ce surpoids et donc du tissu adipeux, de l'augmentation du tissu adipeux. Et cette leptine a un effet facilitateur au niveau hypothalamique, donc sur cette horloge biologique que l'on appelle le gonadostin. Voilà, donc, et on voit très nettement que le pourcentage de masse grasse à 5 ans, donc le reflet de cette leptine, entraîne un accroissement de l'IMC entre 5 et 7 ans. Un autre point, c'est les enfants adoptés. Donc, on s'était beaucoup intéressé sur toutes ces adoptions dès les années 90-2000, où effectivement, on avait remarqué que le fait d'avoir des adoptions, c'était un mode de recrutement pour les pédiatres de puberté précoce. Ce qui est sûr, c'est que c'est d'autant plus vrai pour les filles. Une fille sur 2 adoptée a une puberté précoce pour 9% des enfants garçons adoptés. Et vous voyez que cela intéresse surtout les adoptions qui sont dites tardives, après l'âge de, je dirais même 3 ans, plus que 5 ans à l'heure actuelle. Alors pourquoi? Parce que quand ces enfants, avant d'être adoptés, souvent c'est des enfants qui sont en orphelinat, qui ont eu des infections néonatales ou de la petite enfance, qui sont dans des états nutritionnels qui ne sont pas au top, donc des insuffisances nutritionnelles hein, en fonction des pays bien sûr. Et l'élément aussi important, c'est que dans ces pays-là, il y a également des environnements qui sont particulièrement pollués en disrupteurs hormonaux. Voilà, donc c'est des éléments qui sont souvent repris par les associations de familles d'adoption qui nous adressent ces enfants pour qu'on les suive. Donc, c'est un élément que vous pouvez bien sûr dépister puisque vous savez généralement que ces enfants sont adoptés. Alors, bien sûr, vous voyez que tous ces éléments, on reprend une croissance accélérée, un développement mammaire visible à travers le t-shirt, une baisse du rendement scolaire et d'autres facteurs parce qu'elle a été adoptée, parce qu'elle a beaucoup grossi, sont des éléments qui vont bien sûr nécessiter que vous en parliez éventuellement aux familles et leur dire peut-être qu'il faudrait revoir le médecin traitant pour que cet enfant soit pris en charge. C'est les seules choses, bien sûr, que vous pouvez dire, mais qui me semblent importantes à dire par rapport à ces familles. Bien sûr, en urgence, les métrorragies, c'est évident qu'il faut que cet enfant soit pris en charge. Donc, à partir de là, on a depuis longtemps dans notre région proposé que les pédiatres et les médecins généralistes puissent tracer les courbes de croissance, et maintenant tous les logiciels de suivi d'enfants le font, puissent éventuellement demander des examens
qui vont être faits, et notamment un âge osseux et une échographie pour les filles. Alors, vous allez voir, on parle très peu du garçon. Et souvent, en plus, les garçons, on a des pubertés que l'on voit tardivement parce que c'est réellement silencieux par rapport à la survenue de cette puberté. L'âge osseux, pour nous, est un élément déterminant, puisque vous savez que c'est M. Grelich et M. Pyle qui sont des Anglais, hein, donc des Caucasiens, il faut bien le dire, et on lit l'âge osseux dans le monde entier avec notre atlas, même les Vietnamiens, même l'Afrique du Sud, enfin voilà, donc ça pose quand même quelques problèmes. Mais il y a quand même des éléments, on sait très bien qu'il y a certains os qui apparaissent à des âges bien déterminés. Et notamment, pour nous, donc il y a ce petit suros que l'on appelle le pisiforme, excusez-moi, je suis vieille, donc je l'appelle comme ça, et le sésamoïde du pouce. Donc, le sésamoïde du pouce, pour nous, c'est un élément important puisque c'est l'âge d'entrée en puberté et qu'il y a une corrélation entre l'apparition de ce sésamoïde et l'apparition de ces signes de puberté. Voilà, donc c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Et pour les filles, il y a un élément important, donc c'est la soudure de ce cartilage distal qui signe les 13 ans et qui signe l'apparition des règles. Pour nous, l'examen clé est, en imagerie, c'est essentiellement pour les filles l'échographie pelvienne. Donc, vous savez maintenant, la plupart des radiologues sont bien formés à la réalisation de cette échographie, eh bien, parce que ça nous, là, vous voyez, ça c'est l'utérus. Ça nous permet de voir les signes d'imprégnation œstrogénique avec l'apparition de cette ligne blanche là au milieu. C'est l'endomètre. C'est cet endomètre qui saigne au moment des règles. Et donc, et pour nous, c'est déjà un des premiers signes dès qu'il y a une sécrétion d'œstrogène. Donc, dès qu'il y a cette activité œstrogénique, donc Françoise a parlé, eh bien, on peut voir ce signe sur cet examen. De manière latérale à l'utérus, on va analyser les ovaires. On va savoir quand est-ce que les ovaires sont stimulés par une puberté précoce centrale, parce que le volume est augmenté, ou par ailleurs parce qu'il existe une masse sur l'ovaire et que cette masse, eh bien, ça peut être un kyste sécrétant ou ça peut être une masse, une tumeur organique qui sécrète aussi des œstrogènes. Donc, on ne peut pas se passer de cette échographie pelvienne et on demande aux médecins généralistes, bien sûr, de la réaliser. Et pour nous, souvent pour la fille, c'est un examen de surveillance. Alors, nous en venons au bilan hormonal. C'est un peu complexe, mais quand même, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut savoir expliquer aux enfants. Tu vois, tu as des signes de puberté, tu es très jeune, tu as beaucoup grandi. On a fait un examen qui s'appelle l'âge osseux et on voit que tes cartilages ils sont un peu en avance. Et eh bien, il faut faire le bilan de ces signes de puberté parce qu'il y aura un traitement qui permettra que tu restes une petite fille comme tes copines et qui te permettra de bien grandir. Voilà pourquoi on fait le test à l'HRH. Alors, cela mérite une petite explication. Je vous ai parlé de cette horloge biologique. Elle se situe au niveau de l'hypothalamus dans notre tête et que cet hypothalamus contrôle la majorité des sécrétions hormonales de l'hypophyse en dessous. Donc, cet hypothalamus, on dit qu'il est quiescent, c'est une horloge qui est arrêtée, qui va se remettre en place avec l'apparition, bien sûr, des différentes stimuli. Elle est arrêtée parce qu'il y a des éléments qui sont inhibiteurs de sa sécrétion et que progressivement, vous savez, c'est une balance
entre ce qui stimule et ce qui inhibe, eh bien, sous l'impact d'autres stimulations, alors là, on peut tout mettre, hein, on peut mettre les gènes, on peut mettre l'environnement, on peut mettre la leptine, qui à un moment donné vont ou réactiver tout l'axe de ces neurohormones qui sont les GNRH. Donc, et qui, ce GNRH, c'est des neurohormones qui vont sécréter du GNRH, et ce GNRH va stimuler les hormones au niveau de l'antéhypophyse, et c'est cette antéhypophyse qui sécrète de la FSH et de la LH. Et quand on fait ce test LHRH, en fait, c'est un test au GNRH. LHRH, c'est parce que c'est français, hein, lutéo hormone, releasing hormone. Donc, en fait, on donne du GNRH et on regarde les niveaux de sécrétion de l'hypophyse, donc, et on dose FSH et LH. Et on sait très bien que c'est ces deux hormones qui agissent différemment sur l'ovaire ou sur le testicule du garçon. L'ovaire sécrète en premier lieu des œstrogènes, et c'est ces œstrogènes qui ont un effet direct sur l'utérus de la petite fille, et c'est pour ça qu'on vous a parlé du développement de l'endomètre. Ces œstrogènes, vous verrez, font partie des boucles de régulation après au moment du cycle féminin, mais on n'en parle pas, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est la mise en place de l'axe de la puberté. Donc, quand il y a une puberté précoce centrale, eh bien, vous voyez que cette horloge se met en place plus tôt que la normale, hein, les 6-8 ans, que effectivement, faisant le test LHRH, eh bien, on va regarder l'importance du pic de LH, parce que ça veut dire que les pics sécrétoires se sont bien mis en place et que la puberté est en train de se constituer, et il y a une sécrétion d'œstrogènes par les ovaires. Ce test est important parce que l'imagerie nous fait suspecter une cause périphérique quand on voit un kyste ou une masse ovarienne, mais il est très important, bien sûr, de montrer que ce kyste ou ces ovaires ont des sécrétions souvent indépendantes, autonomes et complètement inappropriées de stéroïdes sexuels, et notamment d'œstrogènes pour la fille. On verra les cas pour le garçon, mais on n'a pas trop le temps d'en parler. Mais voilà, donc cette sécrétion d'œstrogènes est, dans le cas de causes périphériques, indépendante de l'axe gonadotrope, indépendante de notre horloge biologique. Et donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Ceci nous fait, bien sûr, donc c'est une petite fille qui a un développement mammaire, mais où on a un taux d'œstradiol très élevé et des hormones hypophysaires basses. Eh bien, c'est l'échographie qui nous met en évidence la cause, soit parce qu'il s'agit d'un kyste sécrétant des œstrogènes. Bon, ça fait partie d'un syndrome particulier que l'on appelle le syndrome de McCune-Albright, qui associe une triade, c'est puberté précoce d'origine ovarienne. Souvent, le signe d'appel, c'est des métrorragies après une évolution rapide des seins. Et d'autres choses, des taches café au lait, ce n'est pas toujours sur le visage, c'est souvent sur le corps. Taches café au lait qui apparaissent chez les filles, sur la peau, pardon. Et l'autre signe, c'est ce qu'on appelle une dysplasie osseuse. Donc, c'est des os qui sont dysplasiques, qui sont plus fragiles et qui vont nécessiter une prise en charge spécifique. Je dis c'est les 2-4 ans parce que l'ensemble des études montrent que l'apparition de ces signes est relativement précoce. Un peu plus tardivement, eh bien, quand on fait l'écho et qu'on trouve ce type de masse, hein, vous voyez, il y a des liquides et il y a des parties plus charnues, eh bien, on évoque une tumeur de la granulosa. Et la prise en charge doit être une prise en charge pluridisciplinaire, hémato-onco-endocrino, et chirurgien, bien sûr, pour la prise en charge de ce. Bien sûr, il faut l'enlever.
On revient à nos formes centrales de puberté. Je vous ai dit, c'est idiopathique, c'est 9 filles sur un garçon. Quand on dit idiopathique, faut-il faire l'IRM? Bien oui, il faut faire l'IRM parce qu'on sait très bien qu'il y a des causes à ces pubertés précoces et notamment, je pense à ces tumeurs de supra-hypophysaires, en dessus l'hypophyse, qui sont des tumeurs bénignes et qui expliquent tout à fait la symptomatologie. Donc, avant 6 ans, de toute façon, il faut faire l'IRM. Les recommandations internationales montrent que entre 6 et 8 ans, il y a moins de tumeurs, c'est-à-dire que la tumeur va parler plus tôt, effectivement, mais moi, je n'hésite pas à la faire quand même pour l'ensemble des enfants. Et bien sûr que si l'enfant se plaint de maux de tête, il est évident qu'on aura l'IRM très facile. Et après, elle nous permet aussi de voir l'hypophyse. Et au moment de la puberté, l'hypophyse est augmentée de volume. C'est le seul moment de la vie où toutes les lignées de l'hypophyse sont sécrétées au maximum. Voilà, donc la prise en charge, vous voyez qu'elle est à partir d'éléments cliniques, la courbe de croissance, les signes de puberté. Eh bien, on va faire l'âge osseux. On va faire l'échographie, c'est les critères pour traiter la puberté. Bien sûr, le test LHRH et l'IRM. Et donc, c'est l'ensemble de ces résultats qui nous font décider de proposer un traitement par GNRH jusqu'à un âge normal de puberté. Donc, les GNRH, ça fait depuis les années 84 qu'on utilise ces produits. C'est des traitements freinateurs pubertaires dans des formes retard, c'est-à-dire que le principe actif, c'est des molécules très courtes de 10 acides aminés dont on a changé un seul acide aminé. Et donc, le fait d'injecter ce produit fait qu'il n'y a plus la cyclicité hormonale et que le taux constant de GNRH fait qu'on voit disparaître l'activation sur l'hypophyse. Et l'effet retard, eh bien, je vais dire que on a mis ces molécules à l'intérieur d'une sphère de polymère et ces sphères de polymère se délitent tout doucement. À l'heure actuelle, le mode de retard est de l'ordre de 3 mois en ce qui concerne ces traitements pour la puberté précoce. Voilà, donc on les connaît très bien, on les utilise larga à manu et moi vraiment je suis une pro de ces produits et notamment, vous savez, la triptorylline est une découverte française, c'est le laboratoire Ipsen. Je n'ai absolument aucun conflit avec ces laboratoires. Voilà, on travaille, mais on n'a toujours pas la MM concernant les produits. Retard 6 mois, quel dommage. C'est les adultes qui en profitent et ce n'est pas nos enfants. Ce qu'on veut sous traitement, c'est une stabilisation, voire une régression des signes pubertaires. Pour nous, c'est un élément d'efficacité clinique, stabilisation de l'âge osseux et stabilisation également de l'échographie pelvienne. Voilà, il peut y avoir des métrorragies le premier mois après le traitement, mais à l'heure actuelle, avec les produits retard qu'on utilise, il n'y a plus ces éléments-là. Mais bon, on en parle volontiers aux familles pour ça. Alors, je n'ai pas le temps, bien sûr, mais pour répondre à la question, je vais répondre à une question concernant les conséquences de cette puberté et vous allez comprendre pourquoi je suis quand même un peu pro ces produits, enfin pro de freiner une puberté. Je trouve qu'un enfant, il faut qu'il reste enfant pour l'enfance, justement, et qu'elle a le temps de se charger de tous ses soucis d'adolescent ou d'adulte. Voilà, donc simplement pour vous citer cette méta-analyse, vous voyez, il y a plus de 800 articles écrits sur la puberté précoce et on va en retenir surtout 75 parce qu'il y a des méta-analyses. Ce qui nous intéresse, vous voyez, c'est effectivement l'indice corporel. Alors, c'est souvent les Américains qui ont beaucoup travaillé sur la puberté précoce et que vous savez qu'on a quand même un fort taux d'obésité et de surcharge pondérale
général chez les petits Américains, un peu moins en France. Donc, ils ont été très, très soucieux de ça. On sait que le GnRH en traitement a un effet direct de stimulation des centres de l'appétit. Pour nous, c'est vraiment un souci constant dans la prise en charge. Et on sait, les principales études montrent qu'il y a un petit surpoids qui peut s'installer, donc il faut leur faire du sport, c'est important, et manger sainement, bien sûr, mais qu'ensuite, après, à l'adolescence, normalement, ça se régularise. Voilà, concernant, je vais mettre cette dernière diapositive, concernant la fonction gonadique, on bloque un récepteur avec ces produits. Donc, dès qu'on arrête le traitement, c'est parfaitement réversible. Donc, ça, toutes les études l'ont montré. La fonction gonadique est rapidement restaurée. D'ailleurs, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on calcule à quel âge on arrête le traitement par rapport, je dirais, à la psychologie de cet enfant-là, hein, notamment s'il y a un petit retard, des choses comme ça. Effectivement, moi, je continue un tout petit peu. Si elle est en acquisition de plein de choses, c'est important de ne pas l'embêter avec ces signes. Alors, les données sont contradictoires concernant, vous savez, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est le risque d'hyperandrogénie chez la femme adulte. On sait très bien que tout commence à la puberté. Il y a des études contradictoires. Je pense que l'impact du surpoids et de l'obésité précoce, dû peut-être à cette puberté, doit jouer un rôle. Donc, nous, c'est notre vigilance et c'est notre cheval de bataille, c'est très important. Donc, comme on l'a dit, la masse grasse se normalise. Il n'y a pas d'effet d'impact négatif sur la minéralisation osseuse. Au contraire, il y a une avance de minéralisation osseuse chez les petites filles qui ont ces avances de puberté. On stabilise la minéralisation osseuse au cours du traitement et elle repart à un stade tout à fait, une évolution tout à fait normale en fin de puberté. Et le potentiel reproductif semble normal. Il y a une très belle étude faite par les Israéliens en 2014 qui montre qu'il avait pris, donc cette étude a duré 30 ans, un groupe traité. À l'époque, vous savez, on utilisait l'androcure, premier traitement, donc on revient, enfin voilà, androcure. Puis après, il y a eu les GnRH et un groupe de filles qui n'ont pas voulu le traitement ou qui n'ont pas voulu le traitement. Donc, toutes ces enfants ont été suivies pendant plus de 30 ans. Quand elles ont été adultes, elles ont été appareillées pour l'âge avec des jeunes femmes qui n'avaient pas de problème de puberté. Ce qu'on voit, c'est que c'est surtout dans le groupe d'enfants non traités que le score ou le pourcentage de femmes qui ont eu recours à l'AMP, donc à l'aide à la procréation assistée pour être enceinte, a été le plus important. Donc ça, c'est le message à retenir, c'est-à-dire qu'effectivement, donc comme si finalement, le fait d'avoir ce gonadostat, cette horloge qui s'est mise en route très tôt, eh bien, elle reste toujours avec des pulses un peu anarchiques. Je fais ça parce que normalement, pour qu'il y ait une puberté normale, il faut que ça soit bien pulsé comme ça. Donc, le fait d'avoir mis en place le traitement, peut-être qu'on a régularisé ces pulses et que l'enfant ensuite eh ben, a développé toute sa puberté tout à fait normalement. Donc ça, c'est toujours des éléments de réflexion, vous le pensez bien. Voilà. Autre chose, on sait très bien quand on prend les études épidémiaux concernant le cancer du sein, on sait que la courbe, elle est en U comme ça, sur le développement et l'âge d'apparition du cancer du sein. On sait qu'un élément déterminant, c'est l'âge des règles. Donc, ça veut dire l'âge d'exposition mammaire à ces oestrogènes. Et on sait très bien que plus l'enfant est jeune, plus ce risque est important d'apparition d'un cancer. Donc, moi, je n'ai une puberté même un peu avancée. S'il y a ce risque
ma mère, et on le sait parce que c'est des familles qu'on connaît, la grand-mère qui a été hospitalisée, la mère me dit, hop, j'ai eu un dépistage. Enfin bon, même sans parler des facteurs génétiques hein, de cancer du sein, c'est un élément quand même important. Et pareil, en ce qui concerne le risque vasculaire, on sait très bien que c'est le fait d'avoir une puberté précoce, eh bien, il y a une augmentation du risque vasculaire à l'âge adulte. Voilà, donc tout ce travail, j'allais dire, hein, ça me paraît important. Il n'y a pas que l'environnement probablement, mais je pense que notre environnement joue un grand rôle, que nos enfants mangent bien équilibré, qu'ils fassent du sport, ça me semble important et qu'on aille tous dans ce sens-là, ça paraît fondamental. Voilà, on avait écrit un livre avec Claire Bouvatier concernant la puberté précoce. Voilà, donc vous verrez, on parle beaucoup d'adoption, on parlait moins d'environnement parce qu'il a quand même quelques années, mais c'est Françoise Paris, je pense, qui avait écrit le chapitre sur l'environnement. Voilà, bon, et ce diapositive est fini. Merci. Merci beaucoup, Madame Piankowski. Vous retrouverez l'ensemble des références dans le PowerPoint qui sera mis à votre disposition sur le site du DRAPS, à l'instar de l'ensemble des vidéos, donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, votre présentation a suscité pas mal de questions. Comme on a pris un petit peu de retard, je vais quand même laisser la parole à Madame Senemo, qui va nous parler du repérage en milieu scolaire, voilà, qui a travaillé au préalable avec quelques-uns et quelques-unes de ses collègues. Voilà, Madame Senmo, je vous laisse la parole et puis on pourra enchaîner sur la consultation en ligne qui durera quelques minutes. Et nous aborderons ensuite les quelques questions qui ont été posées. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bon, je remercie beaucoup la DRAPS et l'IRET de m'avoir invité à participer à cette journée et à l'ARS, bien sûr, et notamment à mes collègues du service de santé et environnement d'avoir eu cette initiative. Je voudrais aussi saluer tous mes collègues qui sont présents là, derrière leur écran et que je ne vois pas, médecins et infirmières de l'éducation nationale qui sont venus nombreux et j'ai trouvé ça intéressant de voir justement l'intérêt porté par les personnels de l'éducation nationale à ce thème qui en fait est peu connu. Je crois que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés, ni par les professionnels de santé, où on va en parler par rapport au repérage, et ni non plus par la communauté éducative avec laquelle j'ai eu l'occasion aussi d'en discuter. Donc, par rapport au repérage, bon, je vais rebondir sur madame la présentation de Madame Tarkowski qui m'a donné beaucoup d'éléments, puisque en fait, on a vu que le repérage de la puberté précoce, elle doit se faire plutôt à un âge, les exemples que vous avez donnés, c'est entre 6 et 8 ans, 6 et 9 ans pour les garçons, avec les exemples que vous avez donnés. Et nous, c'est justement un âge où on peut intervenir, mais où on n'intervient pas systématiquement. Alors, pour reprendre un petit peu les missions qu'on a, médecins et infirmières, donc je me représente pour ceux qui me connaissent moins du côté de Toulouse. Hein, donc moi, je suis médecin conseillère technique de la rectrice de l'Académie de Montpellier. Et bon, j'ai consulté ma collègue aussi, Laurence Huxon, qui est infirmière conseillère technique pour l'académie, qui m'a un petit peu aidé aussi à faire cette présentation, mais qui ne pouvait pas être là ce matin. Et donc, pour parler vous savez que les visites systématiques pour les enfants d'âge scolaire, en fait, elles sont faites en grande section, c'est-à-dire dans la 6e année, par les médecins scolaires, avec une visite médicale assez complète, qui malheureusement n'est pas faite à tous les enfants, loin de là, parce qu'on a des secteurs qui sont dépourvus de médecins à l'éducation nationale, mais bon, au cours desquels on examine quand même bien les enfants, notamment pour tout ce qui est de la croissance, l'examen staturo-pondéral, un examen clinique, et puis un bilan de psychomoteur et tout ce qui pourrait retentir sur les troubles des apprentissages.
Et puis qu'on a un deuxième bilan systématique qui est fait par les infirmiers, cette fois-ci, lors de la 12e année, donc c'est en 6e. Alors ça peut être comme c'est lors de la 12e année entre 11 ans et 12 ans, quelquefois ça peut être fait en CM2 ou quelquefois en 5e, mais la plupart du temps c'est fait en 6e, et où là aussi l'infirmier va regarder bien sûr le développement pondéral et va là voir aussi un petit peu les signes pubertaires, mais là on ne va pas être dans notre sujet d'aujourd'hui, puisqu'il ne s'agit pas de signes pubertaires, mais de puberté arrivée dans des délais normaux. Mais entre ces deux âges, où on a des visites systématiques, il y a quand même une possibilité de voir les enfants, puisque vous savez, les médecins scolaires ont un secteur géographique où ils couvrent un certain nombre d'écoles, et les infirmiers aussi, en tout cas pour ceux qui sont positionnés dans les collèges, c'est des infirmiers dans les collèges et les lycées, dans les collèges, ils couvrent aussi les écoles qui sont positionnés ce qu'on appelle interdegrés, c'est-à-dire qu'ils couvrent les écoles de recrutement de leur collège, qui peut varier de quelques écoles à plusieurs, enfin ça dépend beaucoup de la géographie, de l'importance du collège. Mais ça veut dire que ce soit les médecins comme les infirmiers, ils peuvent intervenir, et c'est ce qu'ils font, ils interviennent à la demande en fait des enseignants, bien sûr, des communautés pédagogiques, quelquefois des parents à travers les enseignants, pour des situations alors qui sont tous les problèmes de santé, les situations de handicap, les problèmes de troubles des apprentissages, etc. Et donc, pourquoi pas des signes d'alerte de puberté précoce ou d'obésité, ou de... J'ai beaucoup retenu ce que vous avez dit, là, qui est quand même un sujet qui, par contre, là, est bien connu et bien repéré, je crois, maintenant, par les professionnels de l'éducation nationale, qui sont les problèmes de surpoids et d'obésité. Le fait que ce soit très lié à des problèmes éventuels de puberté précoce, je trouvais que c'était très intéressant comme signe d'appel aussi. Hein, donc, voilà, nous, donc, aujourd'hui, en ayant parlé avec pas mal de collègues, c'est effectivement pas une question qui semble avoir été, pour lesquelles les collègues médecins et infirmiers sont sollicités très souvent. J'ai eu quelques témoignages de médecins qui m'ont dit qu'effectivement, un enseignant leur avait signalé une élève qui avait eu ses règles en classe à 8 ans, des choses comme ça, mais ça reste quand même très exceptionnel. Mais peut-être aussi parce qu'on n'en parle pas, tout simplement. Et puis, une autre, oui, peut-être une autre, j'en ai parlé aussi un petit peu avec des représentants de la communauté pédagogique, hein, notamment des inspecteurs, qui m'ont dit qu'effectivement, c'était quelque chose qui, dans la formation des enseignants, n'apparaissait à aucun moment, hein, parlait absolument pas de ces questions-là. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que le personnel de l'éducation nationale, le médecin infirmier, il pourrait bien sûr, avec une formation, peut-être avec plus de formation, peut-être mieux aider au repérage, hein, de ces signes de puberté précoce, afin d'amener les enfants et de les orienter le plus tôt possible vers le spécialiste. Hein, là, on doit orienter avec la famille, bien sûr, hein, vers l'endocrinologue, vers le pédiatre, vers l'endocrinologue pédiatre, hein, parce que c'est quand même des traitements très spécialisés. Hein, mais aussi que l'infirmier comme le médecin, ils ont quand même aussi un rôle dans la promotion de l'éducation de la santé à l'école, hein, un rôle important, et donc aussi de contribuer à faire l'école un lieu de vie, un lieu de bien-être pour tout, et qui sont là aussi pour donner des conseils de prévention, d'éducation à la santé, d'hygiène et de sécurité auprès de toute la communauté éducative, un directeur d'école, chef d'établissement, et enseignants évidemment, et qu'ils peuvent intervenir sur la formation des personnels enseignants sur les thématiques santé. Hein, donc pourquoi pas évoquer ce thème à l'occasion de formation
parmi d'autres thèmes, parce que je ne vous cache pas qu'il y a des dizaines de thèmes d'éducation à la santé qui concernent les enfants, puisque nous, on a effectivement ce public des enfants d'âge scolaire qui sont quand même la cible d'énormément de sujets d'éducation à la santé, mais pourquoi pas aussi dans ce cadre-là, mieux connaître pour nous professionnels de santé ce problème pour pouvoir le transmettre. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais un petit peu vous dire. Hein. Alors du coup avec la DRAPS, on s'est dit qu'on allait un petit peu tester auprès de nos collègues, voir si cette journée, visiblement, elle a eu beaucoup de succès, donc elle répond à un besoin très important. Mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Comment? Pour qui? Voilà. Donc peut-être je vais laisser Marie compléter avec les petites questions qu'on a préparées. Voilà, merci Madame Selmo. Pour rebondir sur votre présentation, effectivement, on manque aujourd'hui d'éléments objectifs. Alors, peut-être on va s'adresser directement aux professionnels que vous êtes et qui êtes présents derrière vos ordinateurs. On va lancer une très rapide consultation. On va pouvoir conserver en fait les résultats et les publier aussi sur le site qui vous permettra d'accéder à ce type de résultats. On souhaitait savoir ce matin, justement, voilà, est-ce que vous aviez connaissance, avant de venir à cette journée, du phénomène, ou plutôt des phénomènes de puberté précoce? Voilà, une grande majorité répond oui, visiblement. Donc, l'objectif, je vous le rappelle, c'est pour compléter le témoignage de Madame Selmo et pourquoi pas être un premier pas dans un travail collaboratif, pourquoi pas entamer ce travail collaboratif que Madame Selmo a déjà semé au sein de sa communauté de professionnels de l'éducation nationale. Mais voilà, en tout cas, d'avoir des éléments objectifs. Vous êtes à peu près 70-80 professionnels de l'éducation nationale connectés ce matin. Donc, c'était aussi pour nous l'occasion de vous mettre à contribution et de nous apporter ces éléments. Guillaume, on va peut-être figer la première question et passer à la seconde, s'il te plaît. Voilà, est-ce que vous avez déjà été formé ou informé sur les effets des perturbateurs endocriniens sur le développement de l'enfant? Donc, pour répondre à la question de la formation dont parlait à l'instant Madame Selmo, qui est tout à fait importante et on le voit, qui est peut-être sous-estimée, ou en tout cas qui sera peut-être l'élément le plus attendu par les professionnels. Voilà, donc l'information, oui, la formation, beaucoup moins. On peut passer à la question suivante. Voilà, au sein de votre établissement, avez-vous déjà été confronté à une situation de puberté précoce qui a posé des difficultés à l'enfant? Donc, on a été cantonné, excusez-nous, à des modalités de réponse fermées, puisque Zoom ne nous permet pas encore de pratiquer en tout cas les réponses ouvertes. Alors, comme le disait Madame Selmo, parfois, effectivement, ces situations ne sont pas, restent en tout cas cachées et ne sont pas divulguées par les enfants. Et ça reste effectivement propre à l'enfant. Voilà, et l'information n'arrive pas jusqu'à l'infirmier ou l'infirmière scolaire. Donc, 30% d'entre vous seraient visiblement ou ont déjà été confrontés à ce type de situation. On va pouvoir passer à la dernière question. En tant que professionnel de l'éducation nationale, est-ce que vous pensez avoir un rôle à jouer? Alors, on a laissé le nom, mais c'est parfait. Je vois que personne ne se saisit de la réponse négative et c'est très bien. Et vous avez la possibilité de répondre à choix multiples.
Donc oui sur le repérage, oui sur l'information, oui sur l'orientation des familles et oui sur la mise en place d'actions en éducation et promotion de la santé, incluant la prévention, bien sûr, puisque c'est un rôle inhérent aux médecins et infirmières scolaires. C'est parfait. On vous remercie en tout cas pour ces éléments objectifs qui vont nous permettre voilà, de publier. Ces résultats seront publiés sur le site. Je vois l'heure tourner. Je vais vous proposer très rapidement de répondre aux quelques questions qui ont été posées, mais au fil de l'eau, on a vu apparaître les réponses, hein, donc je ne vais pas revenir sur les questions qui ont trouvé leurs réponses. Simplement pour Madame Pienkowski, excusez-moi, un commentaire d'une personne qui travaille sur l'obésité infantile et qui remarque de plus en plus que les enfants en obésité ont très souvent, en tout cas présentent très souvent, une adipomastie. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un signe extérieur de puberté précoce? Non, non. On n'a plus le son. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Attendez, voilà. Voilà. Est-ce que vous m'entendez là? Je On crois vous que entend. quelqu'un a dit que le son n'était pas bon. Alors, je m'en excuse, c'est mon ordinateur. Non, la dipomastie, justement, c'est le diagnostic différentiel d'un développement mammaire. C'est-à-dire que quand on voit l'enfant de face, en fait, c'est l'impression d'avoir un galbe mammaire et la forme de sein, mais en fait, c'est rempli de graisse. La dipomastie, c'est de la graisse. Et à l'inverse, le médecin qui va examiner cet enfant et qui va palper ne retrouve pas de glande mammaire. La glande mammaire, quand elle se développe, elle est ferme, elle est dure. D'ailleurs, on me dit nodule mammaire qu'on peut mesurer dans son diamètre parce que c'est bien ferme. Voilà, c'est pas de la dipomastie. Et donc, c'est très difficile chez les enfants qui ont un surpoids ou qui ont une obésité. Justement, il n'y a pas de signe extérieur de puberté visible souvent. Très bien. Vous donniez l'exemple d'une jeune fille en CM1 qui a 9 ans et qui présente un saignement utérin. J'aurais dû la prendre plus jeune. Oui, pourquoi finalement, alors voilà, la question est la suivante. Pourquoi finalement est-ce qu'il faut un avis médical urgent? Oui, alors 9 ans, c'est pas urgent et c'est pas urgent, mais il faut quand même savoir ce qui se passe. À 9 ans, des règles, bon, c'est peut-être des règles, comme c'est peut-être un kyste ou autre chose. Donc, ça mérite pas urgentissime, mais n'attendez pas un an, quoi. Enfin, parce que quelquefois, on peut aller voir le médecin traitant, ils sont informés de ça et ils vont au moins réaliser une échographie. C'est l'occasion après de parler avec maman, plutôt maman que papa, mais enfin, je ne veux pas exclure les pères, et le médecin traitant. Bon, si l'échographie montre que c'est enfin, il trace la courbe, c'est en fin de puberté. Bon, après, c'est l'adhésion de cet enfant à cet élément nouveau que représentent les règles. Voilà. Donc, mais au moins éliminer les autres choses. Ça, c'est important. Tout à fait. Alors, vous avez déjà plus ou moins répondu à cette question. Et pourquoi est-ce nécessaire de traiter les petites filles qui ont des signes pubertaires précoces vers l'âge de 9 ou 10 ans? Mais vous avez... Ça impacte la taille. La moyenne des filles non traitées, donc ça, c'est les vieilles études, mais en général, c'est 1,50 m. Donc, c'est moins 13 cm ou plus de moins de 10 cm par rapport à la taille cible familiale. Voilà, donc c'est une perte de chance. C'est pas que ça, moi je trouve. Bon, il y a la taille, il y a l'incidence psychologique, comme on a vu, de ces petites filles parce qu'elles font de la danse, elles veulent mettre le tutu et elles se sentent pas bien dans leur corps et ça les perturbe énormément. Moi, souvent, enfin, le contexte psychologique est un des éléments importants qu'il faut prendre en considération pour un enfant, bien sûr. Voilà. Et après, voilà. Et puis, bon, sur la fertilité, eh ben, bon, on a tendance à dire si on peut traiter, c'est mieux. Après, rien n'est obligatoire. Je veux dire,
c'est une affection. Ce n'est une maladie que parce que c'est un âge différent. Mais après tout ce processus pubertaire, s'il n'y a pas de tumeur ovarienne, c'est quelque chose qui arrive avant l'âge normal, mais qui arrive, c'est tout. Voilà, donc il y a des parents qui sont de plus en plus opposés à ce type de traitement. Moi, je le laisse faire, hein, ils assument. Hein, tout, ça, nous, on est là que pour conseiller. Nous, ce qu'on veut, c'est le bien-être des enfants, bien sûr. Justement, est-ce qu'on a connaissance des effets secondaires sur ces traitements? Oui, on en a quand même parlé, hein, effets secondaires. Effets secondaires. Oui, trouble, enfin, vraiment augmentation de l'appétit, ça c'est très net. Et surtout celles qui sont déjà en surpoids. Moi, je reste très vigilante. D'ailleurs, nos conclusions, on a ajouté la phrase pour le surpoids. Vraiment, il faut que ces enfants, c'est un peu dur pour elles, de dire, ben, j'ai faim et elles ont faim. Quelquefois, ça, c'est un peu terrible. Voilà. C'est essentiellement ça. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi des impacts liés à l'hérédité paternelle? Oui. On a beaucoup parlé de la connexion avec la mère. Alors oui, l'impact paternel, c'est l'hérédité, c'est la génétique. Le gène MKRN3, on sait qu'il y a une incidence paternelle. C'est un gène à empreinte et effectivement, c'est du côté paternel qu'on a la puberté précoce et qui donne ces signes de puberté précoce chez l'enfant. Voilà. Très bien. Et puis, une dernière question pour Madame Sénémo, et puis on va pouvoir se quitter et aller chacun et chacune se restaurer. Alors, pour Madame Sénémo, est-ce que justement, il ne serait pas opportun de travailler avec les étudiants du service sanitaire sur les questions justement de santé environnement et plus spécifiquement sur la question de l'impact des perturbateurs endocriniens? Puisque justement, une des priorités est d'intervenir aussi en milieu scolaire. Oui, je vous remercie pour cette question parce que, en tout cas, personnellement, moi, je trouve que ce serait effectivement très intéressant d'avoir ce thème. Je m'occupe du service sanitaire en santé un petit peu dans notre académie et que ce serait très intéressant que ce thème soit ajouté au thème déjà validé, disons. Et moi, je plaide en faveur de ça. Bon, je suis la seule à décider. Mais ce que je voulais dire justement, c'était que peut-être on s'est rendu compte que les pubertés précoces, on a bien vu, et je remercie vraiment les présentations qu'il y a eu qui étaient très, très, très intéressantes. Et je remercie aussi le dossier documentaire qui a été fait par Denis Beck, qui pourra beaucoup nous servir à l'éducation nationale. Alors, je ne sais pas si vous on ne le voit pas avec le fond d'écran, mais effectivement, on va vous redonner les... Mais que on a eu je dirais que l'impact de l'exposition aux perturbateurs endocriniens, là aujourd'hui, on a l'impact par cette entrée qui est le problème des pubertés précoces. Mais il y a d'autres problèmes de santé créés par les perturbateurs endocriniens. Voilà, donc je vous rappelle simplement que le dossier de connaissances est disponible, qu'il est à votre disposition, qui vient synthétiser à la fois les savoirs scientifiques et les savoirs expérientiels qui sont à disposition sur ces questions de puberté précoce et de perturbateurs endocriniens. Donc n'hésitez pas à le consulter et à le partager. Et je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve à 13h30 précisément et on essaiera de ne pas prendre de retard. Un grand merci à toutes pour vos interventions de ce matin.